Bonjour à toutes et tous, bienvenue donc au rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au nom du comité scientifique de ces rendez-vous de l'histoire à notre orateur du jour, Bernard Haickel, qui a traversé l'Atlantique pour venir ici ce matin. Donc Bernard Haickel, vous êtes professeur spécialiste du Proche-Orient à l'université de Princeton. Vous dirigez l'Institut pour l'étude transrégionale du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie centrale à l'époque contemporaine. Vous êtes originaire du Liban, formé à Oxford, actuellement le spécialiste de référence sur la péninsule arabique aux États-Unis. Et on peut dire que dans le paysage des spécialistes, des experts de cette région, vous avez cette particularité d'aborder l'actualité la plus brûlante avec le regard d'un historien. Mais d'un historien qui n'est pas prisonnier des limites habituelles que le monde académique trace entre les siècles et les disciplines. Votre premier livre, donc Revival and Reform in Islam, The Legacy of Mohammed al-Shawkani, paru aux presses de Cambridge en 2003, portait sur une figure intellectuelle, religieuse du Yémen au XVIIIe siècle, qui transcendait elle-même les lignes entre chiites, zaïdites et sunnites. Vous vous êtes depuis intéressé également au salafisme, aux évolutions du pouvoir, de l'économie en Arabie saoudite, dans de nombreuses publications, et je voudrais notamment signaler la parution récente de votre livre Saudi Arabia in Transition, donc l'Arabie saoudite en transition, paru aussi à Cambridge en 2015, et toujours avec cette double ambition d'être l'observateur attentif des évolutions contemporaines et d'en être aussi l'historien. Récemment encore, l'article que vous avez coécrit dans le New Yorker avec Robin Cresswell sous le titre « Pourquoi les djihadistes écrivent de la poésie » contenait une invitation à aller au-delà des discours très convenus des médias. Vous voulez comprendre qui sont les djihadistes, lisez leur poésie, disiez-vous. On peut dire qu'il s'agit là d'un réflexe naturel de l'historien qui est de toujours revenir aux sources primaires de la connaissance. Et c'est à ce même détour que vous nous invitez donc ce matin. Vous voulez comprendre où en est l'Arabie saoudite, lisez ces historiens et lisez leurs débats, et surtout lisez-les entre les lignes. La parole est à vous. Merci beaucoup, Eric. Bonjour. Je tiens à remercier le comité scientifique des rendez-vous de l'histoire du monde arabe qui m'a invité à Paris pour faire cette présentation devant vous aujourd'hui. Je tiens également à présenter mes excuses pour la qualité de mon français. Je présente rarement mes réflexions universitaires en français et en tant que tel, je vais sûrement commettre des erreurs que je l'espère vous me pardonnerez. L'historiographie moderne du Royaume d'Arabie saoudite est une histoire qui vous sera familière. C'est celle d'une historiographie écrite sous domination d'un État-nation moderne. L'État saoudien a entrepris de contrôler et même de monopoliser le récit de sa propre histoire, de réduire au silence toute forme de dissidence et d'imposer sa propre vision de l'histoire du pays, avec pour objectif principal de renforcer la domination de la dynastie des Al Saoud. Mais cet effort doit affronter aujourd'hui de sérieux défis que je vais explorer avec vous. Mais avant d'en arriver là, nous avons besoin de mieux saisir ce que sont l'histoire et l'historiographie saoudienne. J'insisterai sur quelques caractéristiques distinctives. Plusieurs caractéristiques fortes de l'histoire de l'Arabie saoudite distinguent l'histoire de ce pays de celle des autres pays du monde arabe contemporain. Et par Arabie saoudite, j'entends principalement ici l'histoire de sa province centrale, politiquement dominante, le Najd, qui est la région d'origine des Al Saoud, région à partir de laquelle ils ont conquis et unifié le royaume à 2 reprises au cours des 3 derniers siècles. Ces caractéristiques fortes sont, premièrement, une pratique très faible de l'écriture de l'histoire, ce qui en fait que l'histoire du royaume saoudien est particulièrement opaque par rapport, disons, à celle du Yémen, de la Syrie ou de l'Égypte.
il existe 2 et seulement 2 récits historiques sur l'histoire du royaume saoudien au XVIIIe et au XIXe siècle. État qui a été fondé sur le corps doctrinal du wahhabisme, mouvement religieux et réformateur qui demeure la religion officielle du pays aujourd'hui. Ces 2 récits historiques sont couramment désignés comme l'histoire d'Ibn Rannam et l'histoire de Ibn Bishr. Ce sont des histoires analytiques traditionnelles telles que une année, tel événement s'est produit, telle personne est décédée, telle bataille a eu lieu, etc. Et ce sont des ouvrages partisans, en ce sens qu'ils participent du grand récit wahhabite. Mais ce ne sont pas de riches sources pour comprendre l'histoire du Najd ou de l'État saoudien. Nous ne savons toujours pas, par exemple, comment a émergé son fondateur, un religieux nommé Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui est décédé en 1792, pourquoi il était tant obsédé par l'idée puritaine de l'unicité de Dieu, ni comment il est parvenu à instrumentaliser cette doctrine pour fonder un État nouveau. En résumé, la pauvreté et l'opacité des sources sont une caractéristique importante de l'histoire de cette région du monde. Deuxième caractéristique, ou deuxièmement, la domination du Najd sur le reste de l'Arabie est due à un mouvement religieux, à la fois puritaine et réformateur. Le trait le plus saillant de ce mouvement est ce point doctrinal qui consiste à considérer tous les musulmans qui ne partagent pas les croyances particulières du credo wahhabite comme des infidèles. Auxquels il est légitime de faire la guerre. Mohammed ibn Abd al-Wahhab jugeait que les musulmans de la péninsule arabique qui n'étaient pas ralliés au wahhabisme étaient pires que les infidèles de la Mecque à l'époque du prophète Mahomet. Ces vues intransigeantes dans cette affaire allaient provoquer plus tard la colère des autres musulmans, comme on peut l'imaginer, et finalement conduire l'Empire ottoman à envoyer une force militaire depuis l'Égypte pour vaincre les wahhabites après que ces derniers conquis la Mecque et Médine au début du XIXe siècle. La violence au nom de la religion était une caractéristique forte des wahhabites, comme l'illustrent les massacres perpétrés dans les villes de Taïf et de Karbala au début du XIXe siècle et à nouveau à Taïf au XXe siècle. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard parce que l'État islamique aujourd'hui, c'est-à-dire l'État de Daesh, évoque fréquemment l'histoire violente des wahhabites pour justifier ses propres actions. Mais le point qui distingue l'histoire du Najd et par extension de la péninsule arabique est que l'expansion de l'État wahhabite sur l'ensemble de la péninsule repose sur un mouvement religieux, ce qui est un phénomène tout à fait distinctif dans l'histoire moderne du monde arabe. Troisième point distinctif. L'Arabie saoudite est en grande partie une société tribale qui, jusqu'à la montée en puissance de l'État wahhabite saoudien au XVIIIe siècle, n'avait jamais été unifiée sous la tutelle d'un régime politique unique. Les sociétés tribales offrent des hiérarchies politiques peu profondes et horizontales. Chaque membre de tribu est en théorie un guerrier, et chaque tribu ou sous-clan constitue une formation politique en soi. Le tribalisme, en particulier le tribalisme nomade, est autonomiste, martial et opposé à toute forme d'autorité centralisée. Les tribus de l'Arabie pré-islamique tiraient par exemple leur fierté si elles pouvaient se vanter d'être ce qu'on appelle en arabe laqah. Les Arabes modernes ne comprennent plus ce terme, mais c'est un terme ancien, c'est-à-dire si ces tribus n'avaient jamais prêté allégeance ni jamais payé d'impôts à un souverain. En Amérique, on a des gens qu'on appelle libertarians,
qui sont plus ou moins de cette même optique. Ils détestent l'État. C'est pas un très très fort chez vous, les Français. L'avènement de l'islam n'a pas beaucoup changé les choses à cet égard. Les empires islamiques successifs ont en réalité largement ignoré la plupart de la péninsule, au-delà des deux villes saintes de la Mecque et de Médine, et de leurs ports respectifs de Djeddah et de Yambo. Ce ne fut finalement guère que dans les années 20 et 30 du XXe siècle, sous l'action du roi Abdelaziz, des Al Saoud, fondateur du royaume d'Arabie saoudite aujourd'hui, que les tribus rebelles furent vaincues et durent renoncer à leur indépendance. Aujourd'hui, quand il se manifeste, le tribalisme s'exprime à travers l'écriture de l'histoire, dans la poésie, et enfin sous la forme d'études généalogiques dont l'objet est vanter la prééminence, la grandeur et l'honneur de telle ou telle tribu. À cet égard, l'Arabie saoudite partage des caractéristiques avec d'autres territoires du Moyen-Orient et Afrique du Nord. On peut voir des phénomènes similaires dans des endroits tels que la péninsule du Sinaï, la Libye, le sud de l'Algérie, l'ouest de l'Irak et de la Syrie orientale, notamment. Je reviendrai à cette question tribale un peu plus loin. Quatrième caractéristique, ou quatrièmement, l'Arabie saoudite n'a jamais été colonisée, tout comme le nord du Yémen. Et s'il est vrai que la famille régnante a pu bénéficier d'un soutien financier et militaire des Britanniques, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Arabie saoudite n'est pas une invention coloniale ou un produit de la colonisation, bien que ses limites territoriales ont été finalement fixées par la Grande-Bretagne, surtout en Irak et en Jordanie. Le fait que l'Arabie saoudite n'a pas été colonisée et que sa famille régnante peut retracer son histoire jusqu'au milieu du XVIIIe siècle signifie que les Saoudiens jouissent de certaines continuités politiques, sociales, religieuses, ainsi que d'une culture de gouvernement qui s'est au contraire perdue dans bien des endroits du Levant, en Égypte et ailleurs. Certains attribuent la stabilité politique du royaume à cette histoire ininterrompue. Un dernier élément qui distingue l'Arabie saoudite est qu'il s'agit d'un État rentier, c'est-à-dire d'un pays qui a été béni ou maudit, plutôt maudit, par la géologie, puisque le sous-sol saoudien possède environ 25% des réserves conventionnelles du pétrole du monde, ce qui fait le royaume saoudien le plus gros producteur de cette ressource. En mars de 2015, l'Arabie a produit 10,3 millions de barils par jour, ce qui fait que c'est vraiment la banque centrale du pétrole mondial. La vente de cette ressource génère une énorme richesse sous la forme d'une rente qui est contrôlée directement par l'État, lequel est le moteur dominant de la plupart de l'activité économique dans le pays et le plus grand employeur. Quelque 90% de la population active travaille dans le secteur public. L'État saoudien exerce donc une domination sur l'économie dont peu d'autres États de la région peuvent se prévaloir. Il a les moyens matériels de coopter toute forme de dissidence sans nécessairement recourir à la violence. Et sa richesse a maintes fois acheté la paix sociale. En janvier 2015, là, le janvier dernier, quand le roi Salman a accédé au pouvoir, il a décidé avec son fils, son jeune fils Mohammed Ben Salman, qui a 30 ans ou 29 ans, de donner 2 mois de salaire à toute personne qui travaille dans le secteur public. Ça a coûté le royaume 32,5 milliards de dollars. Et le jeune prince a déjà dépensé
50 milliards de dollars en moins de 100 jours de l'arrivée de son père au pouvoir. Ça vous donne un peu l'idée de cette capacité financière de l'État saoudien. Je viens à présenter au cœur du sujet, à savoir l'écriture de l'histoire officielle en Arabie saoudite et les étapes de son développement. L'historiographie saoudienne traditionnelle présente un narratif assez simple, que l'on peut résumer ainsi. Au début du XVIIIe siècle, les chefs et les savants wahhabites se sont unis pour combattre les infidèles et faire advenir le véritable islam dans une Arabie saoudite encore païenne. Ils y sont parvenus à partir de 1745 et jusqu'au début du XIXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'en 1818, les infidèles ottomans viennent écraser le premier État wahhabite. Mais c'est encore au nom de Dieu que ce que produisit l'expansion du deuxième État saoudien entre 1834 et 1891. Cette fois avec un succès politique moindre et de plus grandes difficultés puisque les dirigeants saoudiens furent amenés à se battre les uns contre les autres. Ça, c'est dans le deuxième État saoudien, au 19e. Ce ne fut finalement qu'avec la construction du troisième État saoudien, de 1902 à nos jours, que les efforts des Wahhabites se révélèrent les plus durables et les plus conséquents, aboutissant à la création du Royaume d'Arabie saoudite en 1932. Le récit officiel assimile ces différentes conquêtes à une mission religieuse et les sources historiques présentent la prise du contrôle de territoires tels que le Hijaz et les villes saintes de la Mecque et de Médine, comme une conquête, fath en arabe, au détriment des peuples idolâtres, ce qui correspond tout à fait avec l'idéologie wahhabite. Ce narratif religieux de la construction d'un État saoudien engagé dans le djihad et forgé par une guerre voulue et autorisée par Allah, par Dieu, s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui parmi les clercs et les érudits wahhabites. Mais à partir des années 1950, l'État a commencé à réduire la dimension djihadiste de l'histoire officielle au profit d'un récit nationaliste, centré sur la famille des Al Saoud. Ces derniers y sont présentés comme les unificateurs de l'Arabie et comme les créateurs d'une nation exceptionnelle, un peu comme à l'américaine. Dans l'histoire, c'est-à-dire les créateurs d'une nation exceptionnelle dans l'histoire, en raison de son action en faveur et en défense de l'islam. Même les grands gisements de pétrole, l'État parle des gisements du pétrole comme confirmation de cet aspect exceptionnel de l'État saoudien. C'est Dieu qui a voulu ça. Cette historiographie nationaliste a souvent insisté sur le rôle du roi Abdelaziz, communément désigné comme Ibn Saoud, ou encore comme le grand leader, qui a su accomplir ce qu'aucun autre n'avait fait. Il s'agit donc d'une histoire centrée sur une figure de grand homme, qui non seulement minimise les aspects djihadistes du projet wahhabite, mais aussi obscurcit des événements embarrassants de l'histoire, comme lorsque certaines tribus ou certaines villes rebelles ont été traitées en ennemis. Le nouveau roi Salman ben Abdelaziz, dont j'ai parlé là il y a 2 minutes, qui a accédé au trône en janvier 2015, est le gardien de cette historiographie nationaliste et hagiographique. Le roi Salman a passé une grande partie de sa carrière, plus de 4 décennies, en fait à peu près 48 ans, comme gouverneur de la province du Najd. À ce poste, il a déployé de grands efforts, et non sans une certaine obsession, pour s'assurer que cette histoire officielle
ne subissent aucune déformation. C'est lui qui a créé le Dara al-Malik Abdelaziz, institut qui valent un peu aux archives nationales, en France ou aux États-Unis. Et ces archives nationales publient une série d'ouvrages relevant de cette histoire officielle. Tout au long de sa vie professionnelle, le roi Salman s'est montré un lecteur avide, qui se faisait remettre des rapports quotidiens sur tout ce qui se publiait en arabe sur l'histoire du royaume. Il est d'ailleurs connu pour téléphoner régulièrement aux historiens et aux journalistes, ou même pour les inviter à son bureau, où il les invite à corriger telle de leur information ou de leur analyse historique. Il a lui-même souvent écrit des réfutations dans la presse contre tel ou tel article ou ouvrage historique. Une fois, ce fut contre une auteure femme koweïtienne. Donc ce n'est pas seulement en Arabie qu'il gère cette politique de critique des autres écrivains, mais aussi au-delà de l'Arabie, au-delà de l'Arabie saoudite, du royaume, au Koweït, au Liban et ailleurs. Il y a même des bruits de couloir selon lesquels il aurait giflé ceux dont il n'a pas apprécié le travail. On pourrait également mentionner Dir'iyya. C'est la ville, ou plutôt le village originel des Al Saoud et le centre du premier État saoudien. C'est la première capitale des Saouds et qui est pure. Aujourd'hui, si on la voit, ils ont reconstruit ce village et c'est une fantaisie historique imaginée par la dynastie, puisqu'en réalité, elle n'a jamais existé telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un peu comme un Disneyland d'Arabie qu'ils ont créé. Mais le site est à présent classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut imaginer pourquoi. Le récit national est intégré dans l'espace à travers la construction d'un musée national. Le récit officiel, ce n'est pas seulement dans les ouvrages, mais aussi dans l'espace et dans des bâtiments. Et c'est le roi qui veille sur tout ça. Du fait que l'État, sous l'œil vigilant du roi Salman, s'est montré si vigilante sur la façon dont l'histoire est écrite, de nombreux auteurs se sont efforcés d'adapter le récit au narratif officiel. Ainsi, les histoires tribales ont été rédigées afin de souligner le rôle de tel chef ou de telle tribu dans la construction de la nation, ou encore pour montrer comment ils ont contribué aux efforts d'unification du roi fondateur. Toute résistance tribale à la construction de l'État, et il y en a eu beaucoup, bien sûr, est totalement passée sous silence. Pour écrire une histoire alternative, un dissident pouvait toujours trouver un éditeur à Beyrouth, mais dans ce cas, les auteurs avaient toujours le plus grand mal à faire entrer leurs livres sur le territoire saoudien. Une autre conséquence de cette narration nationaliste est que les savants proches de groupes tels qu'Al-Qaïda ou plus encore proches de l'État islamique, de Daesh, attaquent constamment les dirigeants saoudiens et leur reprochent de ne pas être fidèles à leur propre passé djihadiste et à leur propre engagement en faveur de la propagation de la foi, la da'wa. Ces derniers vilipendent l'hypocrisie de l'État saoudien pour ne pas suivre les normes qu'il a lui-même élaborées. Deux chercheurs ou deux clercs se distinguent à cet égard. Abu Mohammed al-Maqdisi, qui est un idéologue jordano-palestinien membre d'Al-Qaïda, et Turki Ben Ali, originaire du Bahreïn, qui est le principal idéologue de Daesh. Ces deux chercheurs ou idéologues se sont fait une mission de révéler au grand jour les actes takfiri, passibles d'excommunication, et les exactions violentes qui jalonnent la mise en œuvre du projet étatique saoudien. En particulier ceux de la période initiale du XVIIIe et XIXe siècle,
Le premier État saoudien constitue d'ailleurs la référence idéologique qui définit la fidélité aux principes du wahhabisme. Je voudrais maintenant dire un mot à propos de Ahmed al-Jasir, le père de l'histoire nationale saoudienne. Dans un livre à paraître prochainement chez Princeton University Press, le chercheur Nadav Samin souligne le rôle joué par un individu en particulier dans l'écriture de l'histoire saoudienne. Il s'agit du savant Ahmed al-Jasir, décédé en 2000, dont le journal Al-Arab représente une source unique pour l'étude de l'histoire tribale de la péninsule arabique. Al-Jasir était un nationaliste, pas un intégriste, mais pas forcément inféodé à la dynastie saoudienne. Et ses travaux offrent des études approfondies de certaines régions et de diverses tribus d'Arabie. En créant ce que l'on pourrait définir comme le canon des tribus arabes, il a joué un rôle important de ce que cela signifie d'être d'Arabie. C'est-à-dire ce que c'est d'appartenir à l'une des tribus qu'il a énumérées et dont il s'est fait l'historien. Le centre de cette historiographie tribale, mise en œuvre par Al-Jasir, c'est l'analyse détaillée des données généalogiques qui permettent d'établir l'ascendance patronymique des individus ou des groupes, ainsi que l'histoire de leur mouvement à travers la péninsule. Le problème avec la démarche d'Al-Jasir est qu'elle ne permet pas de prendre en compte les groupes non tribaux, qui ne disposent pas d'un registre réel ou imaginaire d'ascendance patronymique. Il y a en effet beaucoup de gens en Arabie saoudite et en Arabie en général, dont l'origine est extérieure à l'Arabie. Par exemple, nombre d'habitants de la Mecque sont venus de Java, d'Asie centrale ou encore d'Afrique subsaharienne ou encore d'autres endroits du monde, et qui, en tant que ressortissants saoudiens, n'entrent pas dans la définition de l'appartenance selon Al-Jasir, de sorte que sa conception tribalocentrique a sémé involontairement la division au sein de la société et lancé une mode qui est maintenant très répandue dans les zones urbaines, chez les Saoudiens, qui tentent désespérément de documenter leur ascendance et de prouver que celle-ci est bien d'Arabie. En somme, cela définit une base bien trop étroite pour bâtir une nation et qui est évidemment composée de nombreux éléments, ni tribaux, ni originaires d'Arabie. Avant de conclure de cette présentation, je voudrais à présent insister sur un dernier aspect, à savoir les formes de dissidence, le rôle de d'Internet et des réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs narratives alternatives aux différents récits officiels que j'ai décrits plus tôt. Qu'il s'agisse de celui centré sur la dynastie et mené sous la direction du roi Salman, ou bien qu'il s'agisse de récits produits par des chercheurs influents, comme le récit centré sur les tribus que propose Al-Jasir, lequel, encore une fois, est une véritable institution. Cette dissidence a pris de multiples formes. Je vais en détailler certains, mais ma liste et les exemples que je donne sont loin d'être exhaustifs. Certains savants saoudiens, tout d'abord, ont choisi d'écrire exclusivement en anglais, afin d'éviter de générer une controverse à Riyad, parce qu'ils estiment que les récits historiques sont extrêmement sensibles et parce que seules les études publiées en arabe sont susceptibles d'attirer l'œil du roi Salman ou du public. Ils estiment qu'écrire dans une langue étrangère et de publier dans des arènes académiques rendent leurs travaux moins susceptibles d'être remarqués par quiconque. Un bon exemple de ce type de recherche est celle de Abdelaziz Al-Fahd, une sommité en histoire de l'Arabie et en sociologie politique. Abdelaziz Al-Fahd a présenté, par exemple, en anglais, mais pas en arabe, des travaux où
il décrit le mouvement wahhabiste comme un mouvement pas seulement religieux, mais un mouvement de sédentaires contre les nomades qui avaient au XVIIIe siècle pris contrôle politique de toute la région centrale d'Arabie et qui avaient sémé le chaos en Arabie à cette époque. Donc pour lui, le wahhabisme est une réponse à ce chaos nomadique ou des Bédouins et pas seulement un mouvement religieux. D'autres auteurs ont collé à l'arabe, mais abordé l'histoire à travers des romans et de la fiction. Le plus célèbre exemple de ceci est peut-être Abd-ar-Rahman Mounif et son livre Les cités de sel. Mais un autre auteur qui est peut-être plus important est Turk el-Hamad, dont les livres, comme Al-Shmaisi, témoignent des transformations sociales et politiques qui ne pouvaient pas être exposées autrement, surtout les mouvements de gauche dans les années 50, 60 et 70 en Arabie. L'Internet est arrivé en Arabie saoudite en 1999, en même temps que le royaume célébrait son 100e anniversaire, son centenaire, selon le calendrier de l'Hégire. Le développement de cette technologie a été rien moins que révolutionnaire. L'Internet a brisé le monopole quasi complet que l'État exerçait sur la production du récit historique en Arabie. Les Séoudiens se sont retrouvés à surfer sur l'Internet comme un poisson dans l'eau, et bien vite, les forums, les services d'information municipales, les listes de diffusion, les sites web spécialisés se sont multipliés. Tandis que plus tard, Facebook, puis, pour les 3 dernières années, Twitter, sont devenus les moyens les plus couramment utilisés par les Séoudiens pour échanger des informations. Aujourd'hui, il y a plus de 11 millions de comptes Twitter en Arabie saoudite. En d'autres termes, presque chaque adolescent et adulte est sur Twitter. L'Arabie saoudite consomme plus de vidéos YouTube que toute autre population sur le globe. Ces médias, avec l'anonymat qu'ils peuvent offrir, ont conduit à une distribution de matériaux préalablement censurés. Par exemple, on peut voir et télécharger sur Internet la poésie qui décrit les événements de la conquête wahhabite et de la douleur que les forces saoudiennes ont pu ressentir et exprimer à cette occasion. Des titres de propriété sur les terres que l'État a expropriées sont également disponibles. Des habitants du Hijaz, comme Mahmoud Sabbar, sont capables de produire et de montrer, à l'appui de documents sur Twitter, que l'histoire des Hijazis, des gens du Hijaz, n'est pas celle que l'État saoudien a représentée. En fait, il vise, Mahmoud Sabbar, à montrer que le Hijaz était à bien des égards, socialement et politiquement, plus avancé et plus libéral avant que son passage sous la domination saoudienne. Ces forces centrifuges sont des facteurs de division, parce que l'Internet offre des possibilités innombrables pour la fragmentation. Ces forces de la dissidence et les médias et les technologies de l'Internet qui sont à leur disposition et à la disposition des dissidents, à peu de frais, sapent en somme les efforts centripètres de l'État, qui a largement insisté sur le rôle de la famille royale et de la province centrale de Najd, et qui, ce faisant, s'est aliéné de plus nombreuses personnes au sein de la société, une société qui est en fait très diversifiée, qui est l'Arabie saoudite aujourd'hui, et même dans le passé. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc il nous reste du temps pour les questions du public. Il va y avoir un micro.
Oui, bonjour. Donc, on voit bien la dangerosité de cette famille Al Saoud et de sa perversité à travers le monde. Je ne comprends pas pourquoi les pays européens continuent à les soutenir ainsi. Il faut savoir que moi, je suis irakien, d'accord? Je fais partie de l'armée du peuple. Aujourd'hui, la famille Al Saoud envoie des jeunes de cité d'ici, des Maghrébins surtout, chez nous, et qui nous combattent aujourd'hui. Et tout le monde le sait. Alors, à quand trouver une solution? D'accord, il y a le pétrole. On a bien compris qu'ils achètent tout partout. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il y a des gens qui meurent au Yémen en ce moment. Ils balancent 100 bombes par jour. Ils font un massacre. Je vous remercie. Donc, ce n'est pas une tribune, hein, les questions, c'est une question posée aux conférenciers. Donc, vous avez une question à lui poser. Est-ce que je peux en fait adresser un peu. Je m'intéresse pas du tout à la vilification de la famille royale. Ça ne m'intéresse pas en fait. Je trouve que ils sont ni plus odieux ni moins odieux que d'autres dirigeants du Moyen-Orient, comme commençant par Nasser ou Saddam Hussein ou autres, Assad, etc. Mais ce qui est plus intéressant dans votre remarque, c'est la question pourquoi l'Occident est si lié à l'Arabie. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils ont ces gisements de pétrole et en grande quantité, mais c'est aussi la façon dont ils gèrent ces gisements. Ils les gèrent d'une manière très responsable et ils n'utilisent pas le pétrole comme arme politique. Ça, c'est le principe fondamental qui lie l'Occident et surtout les États-Unis à l'Arabie. C'est la façon dont ils gèrent ces gisements de cette manière responsable qui les fait très importants et assez uniques dans la région. Oui, merci. Ma question, c'est sur la censure d'Internet. Je sais qu'on peut utiliser des logiciels pour la détourner, mais quelle est la situation en Arabie saoudite? Comment s'applique la censure sur Internet? En principe, tous les réseaux de l'Internet en Arabie passent par un centre du gouvernement, mais c'est très facile de contourner ce dispositif en utilisant ce qu'on appelle en anglais des proxy servers. Donc, ce n'est pas très difficile et il y a aussi d'autres gens qui utilisent des satellites pour l'Internet. Donc, c'est vraiment impossible de contrôler l'Internet et je crois que la famille royale et le gouvernement a bien compris qu'il vaut mieux ne pas contrôler mais de surveiller. Et ils ont des capacités de surveillance qui sont vraiment très, très impressionnantes. Merci. Je reviens sur cette question des bombardements sur le Yémen. Sur la partie habitée du Yémen, bombardements qui ont fait déjà beaucoup de morts. Quelle est la version officielle? Quelle est la version officielle que donne, enfin on l'a entendu déjà, que donnent les dirigeants saoudiens? Et quelle est, selon vous, la motivation profonde de ces bombardements, de cette politique menée au Yémen? Et en même temps, pouvez-vous me dire comment cette politique est accueillie en Arabie saoudite? Donc vous savez que l'Arabie a commencé une campagne de bombardement qui date maintenant à peu près 2 mois. Ça fait 2 mois. La raison pour laquelle, officiellement, l'Arabie dit que la raison pour laquelle elle a commencé cette campagne, c'est pour défendre le gouvernement officiel du Yémen, le gouvernement du président Hadi, qui a été en fait à Aden. Il a quitté la capitale Sanaa et a été chassé par les forces des Houthis, qui est un groupe zaïdite.
je crois que ça, c'est la raison officielle, c'est que le gouvernement doit revenir au pouvoir. Je crois qu'il y a d'autres raisons qui sont peut-être plus importantes et plus vraies pour lesquelles ils mènent cette campagne. D'abord, il y a un jeune prince, le prince qui a 29 ans, Mohammed Ben Salman, qui n'a très peu d'expérience et qui est très peu respecté parce qu'il n'a pas d'expérience. Il a voulu très vite, il a cru qu'il pouvait avoir très vite une victoire militaire qui allait créer une personnalité politique importante, l'aider à créer sa personnalité politique. En fait, ça n'a pas très bien marché parce que le Yémen, il y a très peu de cibles au Yémen pour les avions. Et pour vraiment gagner la bataille, il faut envoyer des troupes. Et les Saoudiens ne sont pas préparés à faire ça parce qu'ils savent que le Yémen, c'est un peu comme le Vietnam ou l'Algérie pour vous. C'est pas un pays où on peut gagner sur le terrain. Parce que c'est un peu comme l'Afghanistan, il y a des montagnes, il y a des tribus, c'est des durs, les Yéménites. Et l'armée saoudienne, c'est des mous par rapport aux Yéménites. C'est pour ça que les Yéménites sont toujours en train de tenter les Saoudiens de venir. S'ils sont des hommes, venez. Ils leur disent. Donc je crois que ça, c'est une des raisons. Une autre, c'était que l'Arabie voulait envoyer un message à l'Iran, qu'ils sont capables de se défendre et d'utiliser des armes militaires pour contrôler le Yémen, qui est après tout un peu comme le Mexique par rapport aux États-Unis. Hein. C'est le backyard, c'est de l'Arabie. Ils ont toujours contrôlé le pays, ils n'ont pas pu ils n'ont plus la capacité de contrôler tant que les Houthis sont plutôt amis avec l'Iran et avec Hezbollah au Liban. Et je crois, troisièmement, l'Arabie a voulu envoyer un message aux États-Unis pour dire que nous sommes une force militaire importante, ce qui n'est pas vrai. Et donc je crois que c'est une énorme erreur et une vraie tragédie. Mais je crois que la raison pour laquelle l'Arabie fait ce qu'elle fait au Yémen, c'est plutôt pour des raisons domestiques et surtout des raisons personnelles à l'intérieur de la famille royale. Et cette concurrence entre princes. Pardon ? Ah oui, tant qu'il n'y a pas de mort de l'armée saoudienne, et il y a eu très peu de morts jusqu'à maintenant. D'ailleurs, hier, il y a eu 4. Mais tant qu'il n'y a pas de morts, le peuple saoudien me semble assez nationaliste encore. Ça peut changer. Donc, jusqu'à maintenant, cette campagne militaire est assez populaire en Arabie. Ce qui est aussi tragique. Vous dites que Vous pouvez lever le bras parce que je ne vous vois pas. Vous êtes où ? Oui. Vous dites que le discours sur l'histoire de l'Arabie Saoudite s'est converti d'un discours de djihadisme vers un discours nationaliste. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas ? Est-ce que l'État s'éloigne vraiment du djihadisme ou est-ce que c'est un moyen de propagande parce qu'ils pensent qu'ils seront plus proches de l'Occident ou juste parce que c'est un meilleur moyen d'unifier le royaume ? Le discours traditionnel est un discours djihadiste. Hein. Donc ils se sont éloignés parce qu'ils veulent créer une État-nation, ils veulent créer une idéologie pour une État-nation, donc il faut écrire l'histoire pour cette idéologie. Mais c'est aussi parce que les djihadistes sont assez problématiques. Dès que le djihad est fini, et le djihad s'est terminé en 1929 en Arabie, les forces djihadistes, l'État a voulu contrôler ces forces djihadistes. Et d'ailleurs, il y a eu une grande bataille en 1929 où ils les ont écrasés, les Ikhwan, qui ont aidé à créer l'Arabie. Donc le problème avec le djihadisme, c'est que ça peut se contourner, ça peut revenir sur l'État, et l'État ne voulait plus avoir ce discours, ni ces gens. Et donc, je crois que l'État
tant que le djihad ne le sert plus, ne sert plus les intérêts de l'État, l'État ne veut plus parler de ça, ou plutôt veut qu'on n'en parle pas et balayer ça sous, comment on dit en anglais, under the carpet. On veut ne plus voir ça. Et je crois aussi que les dirigeants saoudiens ont eu une deuxième expérience avec le djihadisme, et c'est l'expérience d'Al-Qaïda et de la guerre d'Afghanistan, ce qui a prouvé que le djihadisme est une force qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Le djihadisme sunnite, le djihadisme chiite est plus contrôlable. Donc, l'expérience d'Al-Qaïda a doublé cette vision des dirigeants qu'on veut pas, on veut plus supporter le djihad. Je peux y aller? Oui. Bonjour. Voilà, je suis là. Ici. Ma question porte sur l'influence de l'establishment religieux en Arabie Saoudite, oui, sur les groupes salafistes. Oui. Selon vous, est-ce que cette influence est importante en ce moment ou pas? Il me semble que les conceptions qui sont propagées depuis une quarantaine d'années par l'establishment religieux en Arabie Saoudite ont fini par comme imprégner la culture populaire dans beaucoup de pays avoisinants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous voyez cette question? L'établissement officiel religieux de l'Arabie est dominé par des clercs qui sont assez vieux maintenant, et le mufti de l'État est quelqu'un qui est complètement contrôlé et dominé par l'État, et que le peuple en général ne respecte pas, parce qu'il ne dit pas la vérité au pouvoir. En arabe, il y a une expression, et c'est aussi, je crois que c'est un hadith, أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. C'est-à-dire de parler la vérité à un tyran, c'est le meilleur jihad. Et il n'y a pas de clercs de l'établissement officiel qui font ça. Ils sont vus comme vraiment des serviteurs publics de l'État. Il y a d'autres clercs ou d'autres wahhabites qui font pas partie de l'établissement de l'État officiel, qui sont beaucoup plus respectés, parce qu'ils font pas partie de l'État et ils sont en opposition ou en dissidence. Mais pour la propagation du salafisme ou du wahhabisme, la majorité des salafites ne sont pas en fait militants. Ils sont plutôt quiétistes. Donc je crois que l'Arabie n'a pas vraiment voulu exporter une version militante ou armée du salafisme, mais plutôt une version quiétiste. Ils ont fait ça d'une manière très importante, et ils ont eu un grand succès. Mais je crois que le salafisme aussi s'est propagé pour d'autres raisons, qui n'ont rien à voir avec l'Arabie ou avec l'argent du pétrole. Pour des raisons qu'on peut dire des raisons des raisons de la modernité. L'approche salafite au texte, le mode d'interprétation, leur mode d'autorité est assez est très moderne en fait. Ou plutôt les modernes trouvent ça plus intéressant que les versions traditionnelles et hiérarchiques de l'islam. Je m'excuse, je n'ai pas trop bien dormi, j'ai un décalage horaire qui est assez important. Le nom de quelques personnes qui contestent l'histoire... Je ne vous vois pas, vous pouvez... Oui. Alors, vous avez évoqué le nom de quelques personnes qui contestent l'histoire officielle des Ahl Saoud. Oui. Je voulais savoir si au sein de la société saoudienne, il y avait un mouvement, ou du moins des tentatives de contestation de la part des femmes.
Oui. Il y a bien sûr, il y a des historiens femmes. Il y a aussi beaucoup d'écrivains femmes qui utilisent des romans pour contester. Mais toute contestation de l'État, sauf celle des islamistes, n'est pas organisée. C'est-à-dire, les libéraux ou les femmes ou toute autre tendance politique n'ont pas une base sociale organisée en Arabie. Il n'y a que les islamistes qui ont cette base sociale ou qui peut être organisée et contre l'État. C'est pour ça que l'État n'a pas vraiment peur de femmes, n'a pas vraiment peur des libéraux, n'a pas vraiment peur de tout autre, sauf les islamistes. Bonjour. Oui. Je voudrais savoir de manière très concrète comment est-ce qu'on enseigne l'histoire aux petits Saoudiens, c'est-à-dire grosso modo, que trouve-t-on dans les livres d'histoire du primaire, du collège? Quelles sont les périodes qui sont abordées? Quelles sont les thématiques? Je vous remercie. En fait, les livres d'histoire que je connais, c'est surtout les livres sur l'histoire de l'islam et l'histoire du royaume. Je ne peux pas vous dire comment ils enseignent l'histoire du monde, à part l'Arabie et l'islam, parce que je ne me souviens plus comment ces sujets sont abordés. Mais sur l'islam, c'est vraiment une version très salafiste, où les chiites, par exemple, sont mal vus et on parle pas bien d'eux. Et d'ailleurs, le musée national à Riyad montre très bien cette vision de l'histoire. Il y a le début de l'islam, il y a quelques califes, certains Omeyyades, certains Abbasides, et après c'est les Al Saoud. C'est vraiment une téléologie qui va directement vers leur version de l'islam. Il n'y a rien sur l'Arabie avant l'islam, sauf que c'est des païens et on ne veut pas vraiment trop parler d'eux. Et on peut d'ailleurs ne pas montrer, on peut pas montrer beaucoup des objets archéologiques qu'on trouve en Arabie, surtout les statues, les idoles, on ne peut pas les montrer en public, c'est-à-dire dans les musées en Arabie. Ils sont dans les musées de l'Europe et des États-Unis. Ici ? Oui ? Je suis particulièrement soucieux de savoir quelles peuvent être les lignes de démarcation entre le salafisme et le wahhabisme à l'intérieur même des structures de l'État, et surtout au niveau des doctrines, surtout d'expansion et de mouvances violentes. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, quel est le potentiel de probabilité d'un affrontement violent tel que nous le constatons actuellement dans l'emprise de plus en plus étendue de Daesh face à l'État saoudien tel qu'il est bâti, surtout que le Daesh fait le même procès aux dirigeants de l'État saoudien comme la doctrine officielle du wahhabisme fait à d'autres chefs d'État arabes pour hérésie ou même infidélité. Le salafisme se définit par un credo théologique, hein. C'est une appartenance théologique qui date du 9e siècle de notre ère. Le salafisme théologiquement a d'autres noms aussi, le hanbalisme, pas l'école de droit, mais la théologie hanbalite, et aussi les ahl al-hadith. C'est une approche théologique assez littérale des textes
de théologie, du Coran, du Hadith. Le wahhabisme en théologie est exactement comme le salafisme. C'est vraiment la même version théologique. Là où les wahhabites se diffèrent ou sont différents des salafites, c'est dans le droit. Dans le droit, les wahhabites sont des hanbalites, tandis que beaucoup de salafites sont ce qu'on appelle en arabe la madhabi, c'est-à-dire ils refusent les écoles orthodoxes de droit, les 4 écoles de droit. Ils sont plutôt, ils reviennent toujours, ou ils disent qu'ils reviennent toujours au texte du Coran et du Hadith, de la Sunna. Donc ça, c'est une distinction à l'intérieur du mouvement salafite. L'État saoudien n'adopte plus n'est plus actif sur la théologie vis-à-vis des autres. Ils essayent de ne pas parler vraiment de la théologie parce que la théologie les force l'État tout de suite à créer des distinctions entre musulmans. Et d'ailleurs, le salafisme en général est un mouvement qui est un mouvement de réforme d'autres musulmans. Ils s'en fichent des chrétiens et des juifs et des autres. C'est surtout dirigé à d'autres musulmans, comme les soufis et les ash'ari, etc. Daesh cible le royaume. Il parle des Al-Saoud comme... D'ailleurs, il ne les appelle pas Al-Saoud, il les appelle Al-Saloul. C'est un nom péjoratif du début de l'islam. C'était des hypocrites, les Al-Saloul. Et ils veulent détruire cet État. Et je crois que Daesh, tôt ou tard, s'ils peuvent rentrer en Arabie, ils le feront. Et d'ailleurs, on sait qu'ils ont au moins 10 000 combattants saoudiens qui sont avec Daesh maintenant. Et la question, c'est est-ce que l'Arabie peut arrêter ce genre d'invasion si jamais elle arrive de l'Irak? Moi, je suis convaincu que l'armée américaine rentrera en Arabie pour défendre ce régime, si jamais Daesh essaye de créer un problème militaire. Bonjour. En fait, je suis saoudien. Alors ça. Oui. Mais excuse-moi parce que je ne parle pas très bien français. D'accord. C'est pas grave, je peux parler un petit peu. Ok. En fait, dans votre discussion, vous avez dit que il était dans le deuxième dynastie ou le deuxième État de l'Arabie saoudite. Il était en guerre entre les infidèles ottomans. Mais, non, la guerre était à l'intérieur de la famille saoudienne, entre Abdallah et Saoud. Oui, parce que j'ai entendu que vous avez dit entre les infidèles ottomans, mais non, c'était entre Abdallah et Saoud. Oui, et pour faire une explication sur le mouvement wahhabiste, en fait, c'est la convention entre la dynastie de Mohammed Abdel Wahhab et Al-Saoud, c'était en 1745. Oui, quelque chose comme ça, parce que c'était un mariage entre les deux familles. Et normalement, Al-Sheikh ou Wahhabiste, jusqu'à aujourd'hui, elle contrôle la religion, oui, la religion toujours en Arabie Saoudite. Oui. C'est seulement pour faire une explication. Okay. Merci. Merci. Je crois qu'on peut remercier Mme Laqueuille qui s'est prêtée à l'exercice des questions-réponses en français. Merci beaucoup. Merci.